Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Je voudrais commencer cet épisode par vous remercier. Remercier vos dernières écoutes de plus en plus folles, de votre fidélité, de vos retours sur les épisodes de ce podcast. Mine de rien, en fait, il y a des jours comme tout le monde où j'ai des doutes et où je me demande si ce que j'apporte, vous serve à quelque chose, vous paraît utile ou a de la valeur pour vous. Alors, même si j'apprends à m'auto-valoriser, votre présence et vos mots font comme un peu plus waouh dans mon cœur. Surtout pour une personne comme moi qui travaille et fait tout toute seule. Merci. Merci pour vos partages sur Instagram. Merci pour vos petits mots, vos grands mots même, que ce soit par mail ou en message privé sur Insta. Je sais aussi de sources sûres, c'est-à-dire mes stats, que vous êtes plusieurs ici à écouter le podcast dans l'ombre. Sache que même si je ne sais pas qui tu es, merci de m'écouter et de t'engager toi aussi dans ton authenticité parce que je sais comme ça peut être challengeant, impliquant, bougeant et que ça demande beaucoup de courage d'être authentique au quotidien. Et puis si tu as envie de sortir de l'ombre, parce que tu sais, comme j'aime que chacun se mette à la lumière et que mettre un prénom derrière un chiffre, je préfère, contacte-moi, qu'on échange, qu'on vive des relations de folie, même quand on veut nous faire croire que c'est plus possible. Voilà, mon message est passé. Sur ce, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces trucs bizarres que je fais, que j'ai jugé beaucoup au point de ne pas en parler, et que j'apprends aujourd'hui à moins les juger, donc à les accepter. Aimer serait un trop gros mot, enfin un grand mot pour moi pour l'instant. Pourquoi et comment adopter la bizarrerie attitude ? J'ai décidé d'en faire un épisode parce que dernièrement j'ai beaucoup écouté de gens dits bizarres raconter leurs trucs bizarres et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de mettre des mots sur des trucs que je ressentais et que je savais pas bien expliquer. Ça m'a permis aussi de me dire que je suis pas totalement cinglée. Ça m'a rassurée sur ce que je vois, je perçois de temps en temps. Ça m'a comme autorisée à explorer un peu plus, à développer un peu plus, à accepter un peu plus ça chez moi. Et ça me permet aussi de faire plus confiance à ma bizarrerie attitude. Et du coup, je me suis dit que j'allais aussi t'en parler. On peut se demander pourquoi c'est dur pour chacun d'entre nous de s'exprimer là-dessus, sur ces trucs bizarres qu'on fait, sur notre bizarrerie et attitude. Perso, c'est parce que j'ai pas envie que les autres me prennent pour une meuf chelou, tu vois, une cinglée qui fait des trucs de folle, de déséquilibrée, et qui mériterait tout d'un coup qu'on l'enferme ou qu'on la condamne au bûcher, tu vois, pour sorcellerie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une approche concrète de la spiritualité parce qu'une part de moi veut pas finir tarée, veut pas mourir. Parce que je pense qu'il y a une part de moi qui pendant longtemps n'a pas parlé de ces trucs-là parce que c'était comme... peut-être qu'il y a chez moi comme un codage de je vais mourir de ça si je parle de ça. Donc ça peut être potentiellement de mourir de honte, mais ou ça peut être aussi ma part qui inconsciemment pense que je vais mourir tout court. Et puis j'imagine qu'on se moque de ma crédibilité, qu'on va remettre en cause mon sérieux, mon travail aussi. Et pire que tout ça, qu'on va remettre en cause ma cohérence. C'est d'ailleurs pour ça que même ceux et celles qui font des accompagnements avec moi ou qui en ont fait ne savent pas tout de ce que je vais raconter dans cet épisode. Alors bon, aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive, si c'est parce que ça fait plusieurs fois que je me dis « Mylène, vas-y, bouge tes fesses, dis-leur » ou si c'est parce que la situation sanitaire me fait dire que finalement, j'ai plus rien à perdre, mais dans tous les cas, j'ai eu l'élan, et quand on a l'élan avec moi, on y va direct. Tu sais que ma mission est de nous reconnecter à notre monde intérieur, dans nos cœurs, nos corps et nos âmes respectifs, pour qu'ils nous guident au quotidien. Et tout ça, surtout dans des périodes de transition, notamment des changements professionnels et tout ce qui peut concerner des guérisons intérieures comme une rupture amoureuse, un deuil, une remise en question personnelle, le fait de devenir parent aussi par exemple, etc. C'est ce qu'on appelle être une passeuse d'âme. Et en fait, les passeurs d'âme accompagnent des changements vibratoires.
Et en tant que passeur, on peut aussi accompagner les autres dans des transitions vibratoires plus globales, plus collectives, comme les cycles lunaires, les solstices, les équinoxes, certaines configurations astrologiques, comme quand Mercure est rétrograde par exemple, ou d'autres portails énergétiques. Mais ça, on s'en reparle quand je serai prof de Koya et que je pourrai vous proposer officiellement des danses et des rituels à ces dates clés. Ce qui est drôle, mais alors vraiment drôle, hein tu vas rire de fou, c'est que j'ai appris et confirmé que j'étais passeuse d'âme seulement en juillet dernier, donc en juillet 2020, alors que j'ai créé mon entreprise en 2018. C'est très drôle, hein. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, mon nom d'entreprise s'appelle Génération Transition. Et le nom de mon entreprise, ça m'est apparu un matin au réveil il y a 2 ans, donc avant de savoir que j'étais passeuse d'âme, tu vois. Et je me suis passionnée pour l'astrologie en février-mars dernier, donc en 4 mois avant de confirmer que j'étais passeuse d'âme. Donc on se fend carrément la poire, hein. C'est comme si mon cœur m'avait doucement et sûrement dirigée par là. En tout cas, moi je trouve ça très drôle. Et c'est au hasard en fait d'une vidéo YouTube d'un mec qui se présentait comme passeur d'âme que quand même j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes et que j'attirais naturellement en accompagnement et dans ma vie, que je faisais naturellement des choses que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais en accompagnement ? Qu'est-ce que ces trucs bizarres que je fais dans mon corps? Donc je vais te parler d'abord de ce qui se passe pour moi comme truc bizarre et chelou que je comprends pas toujours en accompagnement. Et puis après je te parlerai aussi des choses un peu plus globales dans ma vie de tous les jours finalement, même si les deux sont beaucoup liés. Je m'appuie sur quelques trucs bizarres que mon corps sait faire. Je peux entendre quelle part de toi a besoin de s'exprimer et je la ressens dans mon corps. Je ressens l'émotion qui est liée. Par exemple, pour que ça soit très concret pour toi, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un accompagnement avec une femme qui était en révolte, en ras-le-bol de tout l'énerver, tout l'agacer. Soit dit en passant, vous êtes plusieurs en ce moment, et dont moi, à être frustrée, en colère, agacée, révoltée. J'ai très très envie de faire un épisode sur pourquoi en ce moment on est plusieurs à être dans cet état. Voilà, je pense que ça arrivera dans les prochaines semaines. Identifier l'émotion, c'est très facile pour moi parce que mon corps va comme filtrer des mots-clés liés au ressenti. Donc quand tu vas me parler, je vais tout de suite repérer les mots-clés qui vont faire comme résonance avec l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps que d'accompagner cette femme et de capturer les mots comme « je suis agacée, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre d'être prise pour une plante verte, ça me saoule, ça m'énerve, etc. » j'ai moi-même en fait les ressentis dans mon corps de l'émotion colère. Alors que je l'avais pas avant, tu vois, que j'étais pas en colère avant. C'est comme si mon cœur et mon corps se mettaient en espèce de résonance avec le corps, le cœur et l'âme de l'autre personne. Et comment vous dire en fait que les premières fois où j'ai conscientisé ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire que ça m'arrivait tout le temps, dans n'importe quelle situation, et je comprenais pas pourquoi je ressentais de la colère, par exemple, alors qu'aucune situation m'avait amené à ça ou que 2 secondes avant, j'étais en joie, tu vois. Et ça fait partie de l'hypersensibilité. J'ai appris avec le temps à mettre des limites, là surtout en fait énergétiques dans ce cas-là, pour ne pas réceptionner tout le temps de tout le monde. Sinon, en fait, j'étais crevée à la fin de ma journée et en fait, je gérais inconsciemment, involontairement les émotions des autres parce que, énergétiquement, mon corps transpire comme « Oh, cette femme a l'air de tellement bien gérer ses émotions, en tout cas, elle a l'air de pouvoir réceptionner ça que je vais lui donner, en fait. » Et si c'est ton cas, vraiment apprends-toi aussi à mettre des limites, à te protéger pour pas avoir à gérer les émotions des autres ou à choisir quand tu veux le faire ou surtout quand les autres t'ont donné l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que moi, si je te parle de ça, maintenant je le fais que dans les cadres d'accompagnement. Que ce soit en accompagnement ou même quand je passe des moments en famille et entre amis, j'ai l'info et c'est tout. Je vais pas forcément après la partager. Parce que en fait sinon, j'enlève tout le pouvoir à la personne de se connecter à son propre ressenti si je lui dis les mots avant qu'elle n'ait pu elle-même ressentir. Et autre truc bizarre aussi, c'est si je me concentre, je vois les auras des gens. C'est comme une
Une aura, si tu sais pas ce que c'est, je dirais que c'est comme une délimitation un peu plus grande que le corps physique d'une autre personne. Un peu comme de la vapeur avec une ou plusieurs couleurs. Et en fait, ça m'aide vite à avoir des infos sur la force vitale d'une personne que j'accompagne. Ça, tout le monde peut le faire et sait le faire. C'est juste toi après qui décides si tu veux le développer ou pas. Du coup, en accompagnement, tu vois, je peux facilement décrire ce qui se manifeste en moi, en mots, en images et en ressentis. Et je vais toujours questionner ce qui se manifeste pour valider, confirmer ce qui est manifesté en moi, pour pas prendre ça comme acquis parce que je reste une humaine et que ce que je peux ressentir peut être une projection ou peut être quelque chose qui arrive pour moi et pas forcément pour la personne. Donc je mets toujours ça en questionnement, en interrogation. Et là, par exemple, pour la femme que j'ai accompagnée ce matin, j'ai demandé, donc là, j'entends les mots révolte, agacé, ras-le-bol. Est-ce que tu confirmes que ces situations t'agacent ? Comment tu sais que cette situation t'agace, par exemple ? Ou encore, qu'est-ce qui t'agace précisément ? Et en fait, on va continuer comme ça. Et là, ça va être comme un espèce de jeu d'enquête pour aider la personne à éclaircir l'intensité, la fréquence, le contexte, l'origine de son émotion. Et là, moi, je m'amuse de dingue. Je m'amuse vraiment de dingue à ce moment-là. En fait, je vais faire comme parler l'émotion, comme si elle prenait vie. Comme si elle devenait un personnage en fait finalement et que je la faisais parler elle ou je faisais parler cette partie de toi. Par exemple, si c'est dans le cadre d'un changement professionnel, je vais faire parler la partie qui a ce besoin-là pour qu'on puisse répondre, pour que tu puisses répondre à travers elle en fait. Et l'idée va être de transformer, de libérer le message de ce qui pose problème, qui pose interrogation pour la personne. Donc demander à l'émotion, à la partie de ce dont elle a besoin, son intention positive. En quoi c'est important pour cette émotion, cette part de toi, de se manifester dans cette situation. Pour quelle raison, par exemple, elle aurait envie d'un changement professionnel, d'une transition professionnelle. Pour la femme que j'ai accompagnée ce matin, elle m'a dit « Ouais, mais en fait, ma colère, elle se généralise dans toutes mes situations de vie parce qu'en fait, sa colère avait besoin de s'affirmer. Elle avait besoin d'être entendue, elle avait besoin d'être vue, d'être ressentie par cette femme de manière générale, parce qu'elle avait envie profondément qu'elle verbalise ce qui était ok ou pas ok, plutôt que de râler à voix basse ou de mettre de côté sa colère, mais qui finalement revenait en intensité et en fréquencité, et surtout elle se généralisait dans tous les domaines de vie, qui est un signe d'une émotion qui veut prendre de plus en plus de place parce qu'elle a un message vraiment très profond et très important à dire, et tant que on ne l'aura pas écouté, elle reviendra et elle reviendra. Et ensuite, je vais aider la personne à mettre en place ce dont elle a besoin dans sa vie concrètement. Donc dans notre exemple, la femme a trouvé la solution de travailler sur la formulation, sur un ton qui lui conviendrait en même temps que dire ce qu'elle a à dire, et de ne pas forcément le dire avec colère, mais de le dire avec respect. Donc il y a tout un échange là-dessus, il y a tout un questionnement là-dessus, évidemment. Finalement, en fait, quand j'échange comme ça, quand je questionne en coaching, j'ai l'impression que j'échange pas avec l'être en entier, en tout cas pas quand on enquête, pas quand il y a ce questionnement, mais avec le corps, le cœur, l'âme, pour qu'il puisse avoir tout l'espace de transmettre ce dont il a besoin pour la personne sur le moment. Et cette mise en mots, en images et en ressenti était ensuite à harmoniser le tout en fait. Ton corps, ton cœur, ton âme, ça permet de personnaliser l'accompagnement du début jusqu'à la fin pour permettre une réelle transformation. Et quand je dis image, c'est parce qu'aussi il y a des fois où j'ai une image qui va me venir. Là, je vais te donner un autre exemple concret. Il y a peut-être 2 ans maintenant, j'ai accompagné une femme qui est venue me voir parce que tous les ans à Noël, elle pleurait, elle ne savait pas pourquoi. Donc ça a commencé début décembre et en fait elle avait lié sa tristesse à Noël, et en fait à un moment donné, moi je vois un gâteau d'anniversaire arriver dans ma tête, je ne saurais pas t'expliquer comment, hein. Encore une fois, c'est très bizarre, très chelou,
C'est vraiment bizarre. Bref, je vois ce gâteau d'anniversaire et donc je lui dis mais est-ce qu'il y aurait un lien avec ton anniversaire, ou je crois que je lui dis, ou peut-être quand est-ce que est ton anniversaire, et en fait elle me dit c'est en décembre, et du coup on fait le lien, elle fait le lien à ce moment-là que finalement en fait sa tristesse n'est pas liée à Noël mais liée au fait qu'elle a dans sa famille, on n'a jamais pris le temps de donner de l'espace et de l'importance à sa fête d'anniversaire et à Noël. Et donc, il y avait comme une tristesse, un truc qui n'était pas OK pour elle, dans le sens où elle ne voulait pas laisser partir le fait qu'on ne prenne pas de l'importance à sa fête d'anniversaire. Et depuis qu'elle prend soin de prendre du temps, de l'énergie, de fêter son anniversaire ou de demander à des personnes de préparer ça, il y a comme quelque chose qui s'est transformé pour elle. Et après, elle m'a dit qu'elle rigolait, par exemple, en voyant des films de Noël, ce qu'elle n'arrivait pas avant à faire, ou à apprécier des moments en famille, ce qu'elle n'arrivait pas avant à faire. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui arrivent en accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment des trucs très bizarres, hein. Je te le raconte là comme si c'était évident, mais c'est très chelou, hein. On se l'entend, c'est très chelou. Et donc je fais parler ton corps, mais c'est pas moi qui parle en fait, c'est toi. Et je permets juste les conditions nécessaires et favorables à cette reconnexion à ton corps et à ton monde intérieur. J'ai l'impression en fait d'être juste un canal, tu vois, d'être juste quelqu'un qui te permet de mettre tes propres mots, tes propres images et tes propres ressentis sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, en fait, quand tout est libéré ou résonne, cœur, corps, âme, esprit, je ressens des frissons qui parcourent mon corps d'en haut jusqu'en bas, qui sont plutôt centrés sur ma colonne vertébrale, donc sur le derrière de mon corps. Voilà, c'est un de mes signes qui me fait dire qu'on peut clôturer finalement le processus de transformation, libération. D'autres, je sais, vont avoir des rots, par exemple. C'est vraiment très, très bizarre, encore une fois. Et ce qui est très intéressant en fait dans tout ça, c'est qu'on fait jouer à la fois le cœur et le mental. De mon côté, par exemple, mon cœur, tu l'as bien compris, je vais me mettre dans mon cœur pour échanger de cœur à cœur avec toi, d'âme à âme. Et puis mon mental va me servir pour t'aider à concrétiser ta solution, ton besoin, en te posant des questions ciblées, et puis à comprendre ce qui pourrait bloquer pour mettre en place ce besoin-là. Et c'est pour ça finalement que les gens trouvent des solutions qu'ils ne voyaient pas avant, ou qu'ils ne pouvaient pas se dire avant, parce que leur corps, parce que là, en fait, à ce moment-là, c'est leur corps qui parle et pas seulement leur mental. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a déjà toutes les solutions en nous, en fait. Elles sont dans notre corps. Et en fait, en accompagnement, tu viens juste les faire popper, quoi. Une autre chose bizarre que je fais et que j'ai jamais entendue, donc si toi tu le fais, dis-le-moi, c'est que je danse. Je danse beaucoup parce que c'est encore une fois quelque chose qui me permet de me reconnecter à mon corps, et je fais ça notamment entre chaque accompagnement. Donc le truc bizarre là-dedans, c'est pas de danser, c'est le fait que quand je danse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand je danse entre les accompagnements. C'est comme si en fait, dans un premier temps, je dansais pour remercier ce qui venait de se passer, aussi de dégager ce qui ne m'appartient pas de cette séance, ou ce qui n'appartient plus aussi à la personne qui a été accompagnée. Ouais, vraiment, je ressens des énergies qui se dégagent de mon corps, et comme si par le mouvement, en fait, j'autorisais ces transformations-là. Ensuite, il y a un autre moment dans ma danse où je vais me ressourcer, me permettre de retrouver ma propre énergie, de me reconnecter véritablement qu'à mon corps, et d'être intégralement moi pour le prochain rendez-vous. Et ça encore, c'est chelou. Je sais pas qu'est-ce que vous allez penser de moi à la fin de cet épisode, mais c'est pas grave, je continue. Et il y a un troisième temps dans cette danse finalement où je me permets de me connecter à cette chose qui est plus grande que nous, et qui nous guide en fait pendant la séance de coaching. Donc on a l'impression que c'est très long là comment j'en parle, mais des fois ça peut être vraiment une danse de 5 minutes, et il y a ces trois choses là qui arrivent que j'ai réussi à identifier en fait, à capter de ma danse avant que je fais toujours naturellement, mais que j'avais pas conscientisé ces trois moments-là.
En parlant d'être connecté à un truc plus grand que soi, je me balance quand je médite d'avant en arrière et de côté. Et ça m'a fait tellement flipper la première fois que j'ai arrêté parce que mon corps s'est mis à faire ça tout seul. Et j'ai stoppé le truc, en fait, j'ai arrêté de méditer et je suis allée en parler, paniquer à mon ex-copain en mode je veux plus méditer, je sais pas ce que mon corps fait. Et en fait, à l'époque, j'avais cherché des solutions sur internet et j'avais pas trouvé. Enfin, en tout cas, un espèce de forum où on pouvait en parler, où quelqu'un pouvait mettre des mots. Il y a que récemment, en fait, que j'ai su ce que ça voulait dire. Donc, en fait, d'avant en arrière, ça veut dire que tu te connectes à la terre, au feu, à l'humain, que tu es en train d'être vraiment connecté au concret. Et de gauche à droite, c'est le ciel, le côté yin, notre âme. Et donc ça veut dire que là, tu es très connecté en fait à ce qui est au-dessus, en fait, à ce qui est plus grand que nous. Et c'est pas tout le temps, mais quand je suis bien dans ma méditation, et ben en fait j'arrive à me balancer d'un des deux côtés et je sais pas si c'est choisir finalement, je crois que je le choisis pas tellement. Mais j'arrive à savoir du coup le matin dans quelle énergie je suis. Si je suis plutôt dans une énergie yin, qui serait plutôt connectée au ciel, à la spiritualité, à l'âme, etc. Ou si je suis plus connectée à la terre, au feu, à l'humain, au concret. Bon, sans surprise aucune, c'est plus souvent de gauche à droite, donc le côté yin. Mais du coup, ça me permet après d'adapter d'autres solutions dans la journée pour équilibrer si je sens qu'il y a un espèce de déséquilibre, tu vois. Donc voilà, si toi aussi ça t'arrive, sois ok, c'est normal. J'ai appris ça en écoutant le podcast Intuition de Céline Vachala, je te le mettrai en lien en description. Un truc encore plus bizarre, je peux ressentir les corps, les entités qui pourraient venir d'un autre monde. Alors, j'en ai longtemps eu peur et j'en ai encore peur. Encore un peu peur, je dirais. Ça me fait moins peur maintenant, mais j'en ai encore un peu peur. Chez ma grand-mère, en fait, il y avait un escalier quand je montais en haut. Ça me faisait comme une sensation extrêmement lourde dans le corps. Et ça me faisait un peu peur, je savais pas comment... c'était vraiment... En fait, je le contrôlais pas. Dès que je montais en haut de l'escalier, il y avait cette sensation qui arrivait, je comprenais pas ce que c'était. C'était dense, c'était lourd, c'était... Ouais, ça me faisait presque peur. Des fois, j'avais envie de redescendre les escaliers, alors c'était encore pire la nuit. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était là où mon grand-père avait fait une crise cardiaque. Et ces moments-là, ces sensations-là, je les ai souvent dans des endroits où il y a pu arriver des choses comme ça, ou des choses qui n'ont pas été transformées, qui n'ont pas été libérées jusqu'au bout du processus. Et j'ai souvent peur la nuit d'être envahie parce que, oui, la mort fait partie des transitions qu'un pasteur d'âme peut faire. Et donc, je peux accompagner une fin de vie, par exemple, où un défunt a gagné la lumière s'il est resté coincé entre deux mondes. Et je commence petit à petit à développer cet aspect, à m'intéresser à cet aspect, mais voilà, pour le moment, je suis vraiment centrée sur les vivants et je laisse ceux qui sont vraiment experts sur ce sujet faire, parce que moi, j'ai encore besoin de m'apaiser par rapport à ça. Et puis déjà, le fait d'être une passeuse d'âme qui fait des trucs bien chelous et bien bizarres pour les vivants, ça me va déjà bien d'assumer ça. Donc chaque chose en son temps. En fait, je sens que je suis comme un espèce de canal. Je peux à la fois attirer beaucoup d'énergie, on va dire, divine, lumineuse. Enfin voilà, il y a quelque chose comme qui guide pendant les séances de coaching que je comprends pas moi-même. En tout cas pas totalement, et en même temps je peux aussi être polluée par des choses qui m'appartiennent pas. Donc j'ai compris en fait, comme dans la vraie vie d'ailleurs, que je pouvais mettre mes limites, m'en protéger. Et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire mon coming out spirituel. C'est fou. La Mylène Marvin de l'année dernière, à la même date, n'arrivait pas à parler de cette personne spirituelle en elle. Et là, je suis carrément en train de mettre ça en avant.
Voilà, comme quoi, ne désespérez jamais, on a toujours le courage pour tout à un moment donné de notre vie. Sur ce sujet, j'ai 2 livres à te conseiller de Serge Boutboul, je te les mettrai aussi en description. De mon côté, j'ai lu « Développer vos facultés psychiques et spirituelles » et puis l'autre livre que j'ai lu aussi, c'est « Comment déployer l'être spirituel que nous sommes ». C'est vraiment 2 bons bouquins. Voilà, tu peux aussi les trouver en occasion et en PDF sur internet. Et il a d'autres bouquins qui ont l'air vraiment intéressants sur le sujet de la protection énergétique et sur comment on développe toutes ces choses de notre être spirituel. Et pour un conseil peut-être plus global, je vais revenir sur cette histoire de se sentir si différent des autres et d'avoir peur de montrer qu'on est bizarre. Et en vrai, quand on se sent comme ça, c'est qu'on se compare. Mais j'ai l'impression peut-être pas aux bonnes personnes. En fait, c'est la différence que je fais entre la comparaison et l'inspiration. C'est sûr que si ton regard, tes pensées t'attirent vers des gens plus conformes à ce que la société attend de nous, on peut vite ne pas vouloir oser montrer qui on est vraiment, et donc tous ces trucs qui nous différencient des autres, et tous ces trucs qui font qu'on est plus ou moins bizarre que les autres. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'en vrai, ce qui m'attire, moi de mon côté, c'est les gens bizarres. C'est les artistes bizarres, c'est ceux qui font des choses bizarres, parce que je dois me retrouver un petit peu en eux, je crois. Et du coup, je t'invite à changer ton regard, à transformer tes pensées en utilisant la comparaison dans un but positif. Et c'est ce que j'appelle du coup l'inspiration. C'est qui sont ces gens qui t'entourent, qui peuvent t'aider à être celui que tu veux devenir, qui font déjà ces choses que tu veux faire ou que tu ressens déjà ou que tu vois déjà, qui peuvent t'inspirer. Ces gens qui te font te dire, si eux l'ont fait, je peux le faire en fait. En vrai, moi, ça m'aide de me dire, au vu de ce qu'il vient de faire, moi, ce que je vais faire là, c'est comme normal, donc je vais pas en faire une montagne, et puis je vais le faire. Du coup, je suis en train de me dire qu'on peut complètement en avoir rien à foutre d'être bizarre. Donc maintenant, à toi d'aller explorer ta bizarrerie attitude pour devenir toi-même. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.